Une attaque contre un bateau israélien en pleine mer d'Oman dans le golfe Persique. L'Iran est accusé par Jérusalem. S'agit-il d'un dérapage contrôlé de Téhéran? Pour l'heure, Jérusalem reste dans la mesure. Le raid attribué à l'armée de l'air israélienne mené à Damas contre des sites des gardiens de la révolution est certes un message envoyé à l'Iran, mais pas les représailles censées faire trembler les leaders iraniens. En attendant, le prochain épisode. Mais on commence cette édition de Défense par la vaccination dans Tsahal. D'ici une dizaine de jours, l'armée israélienne pourrait être vaccinée à 85%, un record. Sujet d'Elisa Amouré, on en parle juste après. La semaine prochaine, le taux de vaccination devrait atteindre 85% au sein des forces de défense israéliennes, en prenant en compte 5% de soldats déjà guéris du Covid et 10% qui refusent la vaccination. Débutée le 28 décembre dernier, la campagne massive au sein de l'armée permet progressivement un retour à la normale dans la vie quotidienne des unités, notamment lors des entraînements. Des nouvelles rassurantes pour l'état-major puisque depuis le début de la pandémie, le taux de contamination dans les unités de Tsahal est parfois très élevé. Mais les autorités militaires restent mobilisées et s'inquiètent des conséquences psychologiques de la pandémie au sein de ces forces, de l'introduction de nouveaux variants et de l'épuisement de son corps médical. Prochain défi pour l'armée israélienne, convaincre les réservistes réticents de se faire vacciner. Israël gagne donc une nouvelle bataille dans la lutte contre la pandémie puisque Tsahal est en passe de devenir la première armée au monde immunisée contre le coronavirus. D'autres pays, notamment les États-Unis, ont commencé à vacciner leur armée, mais ils sont encore loin de l'immunité collective. Colonel de réserve Éric Setton, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin militaire pendant vos périodes de réserve et on va parler avec vous de cette importance d'une armée auto-immunisée. On y est presque, on n'y est pas encore, on y est presque. Cela vous inspire quoi? D'abord, c'est un effort logistique énorme que Tsahal a fait et c'est en but en fait d'être la première armée opérationnelle au temps de cette pandémie de Corona. Donc Israël ne peut pas se permettre d'avoir une armée qui ne reste pas continuellement opérationnelle vis-à-vis des défis qu'on a et des menaces qu'on a. Donc ça a été pris très au sérieux et très rapidement. Depuis décembre, l'armée est rentrée et a créé 23 centres de vaccination pour permettre justement de vacciner la majeure partie de ces soldats, qui sont les soldats également, les appelés et également les officiers de carrière également et les réservistes. Une question que je me suis posée, docteur Setton, la plupart alors on connaît l'armée dans sa globalité, mais il y a aussi les armées d'élite, les unités d'élite. Comment elles ont réussi à maintenir un degré de qualification opérationnelle? Alors, on a pris les unités. D'abord, comme j'ai dit, ça a été créé 23 centres où les unités ont été amenées. Et pour les unités opérationnelles, les vaccins ont été amenés sur place pour permettre aux unités de continuer de s'entraîner, de continuer d'être opérationnelles et de ne pas jeter aucun vaccin. Mais pendant la période du corona, c'est-à-dire pendant les premières et deuxièmes vagues, comment on maintient une unité enfermée? Ça a été très dur, effectivement, et ça a été le cauchemar des commandants de Tsahal, puisque du moment où la proximité dans les unités est beaucoup plus importante, donc on a dû faire sortir les jeunes soldats, les soldats en bidoude, en confinement à la maison, pour éviter de créer une propagation du virus dans l'unité. Donc le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était en fait de les mettre à la maison, dans leur habitat naturel, chez les parents, pour éviter de continuer la contamination. Quand il y a eu des cas, on a dû confiner dans les bases également, mais c'était vraiment des cas très difficiles à gérer puisque, comme j'ai dit, le contact est très important à l'intérieur d'une unité. C'est une question de survie stratégique? Ah, totalement, pour Israël, mais pour Tsahal, bien sûr. Maintenant, on a, par exemple, la marine qui est à 100% une unité, un corps militaire vert, donc complètement vacciné par le corona. Impossible de penser à toutes les unités qui sont en travail de campagne continuelle
sans être vaccinés contre le corona. Ce sont les bateaux qui font les patrouilles au nord, au sud, tout autour. C'est les avions, les reconnaissances aériennes, les unités terrestres. Donc c'est de la survie et il fallait absolument faire un effort logistique très important. C'est une combinaison d'un effort logistique, médical et technologique interne, IT, c'est-à-dire informatique, pour avoir arriver à ce résultat. Alors, vous avez fait votre carrière dans l'unité d'élite 669, l'unité de secours et d'intervention rapide de l'armée de l'air. C'est une unité d'élite qui, normalement, vit en vase clos. Est-ce que ça peut aider, éventuellement, d'ores et déjà, dans la vie courante, de vivre déjà en vase clos ? Alors non, il n'y a pas de vase clos, parce qu'il y a les réservistes qui arrivent, il y a les civils qui travaillent pour Tsahal, qui travaillent dans l'unité, donc il n'y a pas de vase clos. C'est illusoire, au contraire, il faut être totalement, et ce que a dit votre journaliste est très vrai, il faut être encore en alerte, parce que les variants peuvent attaquer, peuvent rentrer. Et il ne faut pas croire également que du fait que nous sommes arrivés à 80, même nous sommes arrivés plus de 88% de vaccination. Je parlais récemment cette semaine avec les dirigeants du corps médical. On arrive à 88% de vaccination. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être serein et se reposer sur ses lauriers. En même temps, parce qu'il y a un variant. Il y a un autre variant. Il y a des variants sud-africains, anglais, new-yorkais. Et ces variants peuvent trouver leur chemin à Tsahal parce qu'il n'y a pas de vase clos, il n'y a pas d'unité qui vit complètement en vase clos. Ce n'est pas possible. Très rapidement, docteur Seton, qu'est-ce que cela fait d'avoir une armée vaccinée face à des organisations terroristes, Hamas, Hezbollah, qui ne cherchent que la mort ? C'est la lutte continuelle. Nous continuons d'être les plus forts pour justement éviter que le Hezbollah prenne l'avantage dans les endroits où il y aurait des unités qui ne seraient pas vaccinées et qui seraient démantelées ou seraient affaiblies par le fait qu'il y ait des malades ou des gens qui doivent être en confinement à cause du virus. Donc ça permet de maintenir notre niveau d'alerte dans tous les domaines, du fait que le corps médical, les ressources humaines sont intactes. Ce n'est pas uniquement les missiles, il faut avoir des gens pour les tirer et pour protéger. Et des tanks et des personnes, comme a dit l'ancien. Le motto, c'était l'homme dans le tank qui va gagner. Ce n'est pas le tank tout seul. Merci, docteur Éric Seton, colonel de réserve de l'armée israélienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on poursuit cette émission de défense avec l'actualité de la semaine, bien évidemment, concernant l'Iran et cette frappe contre un bateau israélien en mer d'Oman. Alors, s'agit-il d'une riposte dure ou mesurée? C'est le débat qui a opposé dimanche le chef du Mossad, Yossi Cohen, au chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, à la suite donc de cet incident. Pour en parler, je me tourne vers Jonathan Serrero. Jonathan, spécialiste des questions politiques et diplomatiques d'I24 News, que peut-on dire sur ce débat ? Eh bien, Mathias, les deux hommes, Yossi Cohen et Aviv Kochavi, Yossi Cohen, le chef du Mossad, et Aviv Kochavi, le chef d'état-major de Tsahal, étaient réunis autour du Premier ministre Netanyahou dimanche soir. Et Yossi Cohen est, lui, partisan de la manière forte, peut-être en raison de son amitié avec le propriétaire du bateau, Rami Onger, comme le révèle d'ailleurs la première chaîne de télévision ici en Israël. Aviv Kochavi, lui, se veut plus prudent dans la riposte à donner à cet incident, et ce en raison des multiples menaces qui planent au-dessus des intérêts israéliens, notamment dans le golfe Persique. Et pour cause, selon les services de sécurité du pays, plusieurs visites de personnalités israéliennes aux Émirats, mais aussi à Bahreïn, ont été récemment annulées par crainte des représailles des proxys de Téhéran. Selon certaines sources, Mathias, cela expliquerait aussi les multiples reports de la tournée du Premier ministre Netanyahou dans le golfe Persique. Sinon, ce n'est pas la première fois, Mathias, que Yossi Cohen et Aviv Kochavi s'affrontent sur le dossier iranien. La dernière fois date de fin janvier, lorsque le chef d'état-major de Tsahal avait qualifié d'erreur les velléités de dialogue de la nouvelle administration US avec Téhéran. Yossi Cohen avait accusé le responsable militaire israélien de saper, lui, ses efforts effectués en coulisses pour établir une position plus équilibrée des États-Unis sur ce dossier vital pour la sécurité de l'État d'Israël. En revanche, Jonathan, et je me tourne vers vous, c'est niet du côté de l'Iran, pas de débat, on refuse catégoriquement la proposition américaine.
Oui, Mathias, pas de levée des sanctions, pas de dialogue. C'est le message adressé par Téhéran après son refus dimanche de répondre favorablement à la proposition américaine et européenne de retenir une réunion informelle entre toutes les parties. Téhéran estime payer au prix fort les sanctions tranchantes imposées par l'administration Trump, plus de 100 milliards d'euros de pertes, moyennant quoi ce n'est pas à la République islamique de faire le premier pas, estime une source proche du régime de Téhéran, interrogée par nos confrères du journal Le Point. Face au refus de négocier de Téhéran, Joe Biden fait lui parler le bruit des armes, notamment contre des positions des milices irakiennes, pro-iraniennes, sur le sol syrien. Bilan 22 morts, c'était vendredi. La France, par la voix du président de la République aussi, Emmanuel Macron, hausse le ton et demande des gestes de la part de son homologue iranien Hassan Rouhani. Mais le régime iranien n'en a cure, Mathias. Il poursuit ses opérations d'intimidation dans le golfe Persique contre un cargo israélien, sur le sol saoudien aussi, avec l'envoi de drones furtifs dans le sud du royaume de Riyad, et pas plus tard que ce mercredi matin contre une base américaine postée dans l'ouest de l'Irak. C'est la guerre, me dit même une source placée et positionnée du côté de Bahreïn. Merci, Jonathan Serrero. Alors, on poursuit justement ce débat avec Israël Ziv. Israël, bonjour, vous êtes ancien général et commandant des opérations spéciales de l'armée israélienne. Alors, première question, Israël, est-ce que le Mossad voulait taper fort, le chef d'état-major voulait être mesuré? Quelle est votre position? זה לא רק עניין של עוצמה, זה יותר גם עניין של טיימינג. Ce n'est pas tellement une question de force, mais plutôt de timing. Il faut avoir en tête qu'à partir du moment où un nouveau président prend ses fonctions aux États-Unis, il s'opère une sorte de remise à zéro du compteur, de tout le système, des équilibres en place, dans le monde en général, et vis-à-vis de l'Iran en particulier. Dans ce contexte, chaque acteur tente de réaffirmer sa position afin de pousser les Américains dans la direction qu'ils préconisent. Cette situation convient à Israël, l'État le plus sérieusement menacé par l'Iran. Il est d'une importance capitale de faire passer le message non pas aux Iraniens, mais aux Américains. Ces derniers doivent prendre conscience de l'extrême gravité de cette menace. Il faut qu'ils comprennent qu'il s'agit de la menace numéro 1 pour Israël et que dans toute démarche de compromis avec l'Iran, qu'il s'agisse d'un retour à l'ancien accord nucléaire ou d'une quelconque autre direction, ils devront prendre en considération des impératifs sur lesquels Israël ne transigera jamais. Certains ont évoqué également la possibilité que les représailles aient lieu sans que le grand public le sache. Cela veut dire quoi ? Oui, parce que cette guerre est menée à plusieurs niveaux et par différents appareils. Certains aspects sont dévoilés tandis que d'autres le sont moins. Certaines opérations plus secrètes ont lieu loin de tout regard, que ce soit en matière de cyber ou autre. Par conséquent, il est clair qu'une guerre de cette nature n'est que partiellement connue du grand public et qu'une partie se fait dans l'ombre. Et c'est mieux ainsi. Général Ziv, vous connaissez parfaitement Aviv Kochavi, c'était votre ancien élève officier chez les parachutistes. Vous lui parlez d'ailleurs généralement. Dans quel état d'esprit est-il maintenant à ce qui s'annonce finalement comme un conflit inévitable? Tout d'abord, c'est une période très compliquée, sans précédent. Le monde n'a jamais connu une telle pandémie. À cela s'ajoutent des ouvertures inédites dans notre région, le changement de pouvoir aux États-Unis et par-dessus tout, l'expansion continue de l'Iran que rien n'arrête. Malgré l'extrême fermeté d'Israël qui ne lâche sur rien et qui empêche l'implantation des Iraniens à ses frontières, car rappelons que la stratégie iranienne consiste précisément à prendre Israël en étau. Toutefois, nous devons comprendre que l'Iran agit sur le long terme et que c'est un ennemi extrêmement dangereux qui continue à ramper dans toutes les directions. Le chef d'état-major de l'armée est très préoccupé par ces incessantes pénétrations que les Iraniens effectuent autour de nous autant qu'ils le peuvent. C'est ça que l'on appelle au sein de Tsahal la patience iranienne? En effet, je pense que c'est de cela dont il s'agit. Le fait est que l'action iranienne ne se limite pas uniquement à des transferts d'armes au Hezbollah ou à d'autres groupes terroristes. Les Iraniens disposent d'un plan d'implantation très ordonné, au nom de ce qu'ils appellent la dawa, l'action caritative. Il s'agit de tout un système d'assistance sociale et religieuse qui finit par mettre les populations sous influence. Les Iraniens achètent des terres, investissent dans les écoles, les mosquées, et puis petit à petit, ils procèdent ainsi à une sorte d'iranisation de ces sociétés étrangères.
Au départ, cela s'apparente à de l'aide humanitaire et caritative, mais très rapidement, cela se transforme en une hégémonie de fait sur le terrain. Et lorsque le monde se réveille et comprend que le démon est déjà là, eh bien il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Face à cette méthode très structurée, Israël ne peut agir uniquement de façon militaire et frontale. Vous ne pouvez pas, par exemple, bombarder une mosquée parce qu'un imam iranien s'y trouve ou parce qu'il y distribue de l'argent aux pauvres. Il faut donc mener une guerre à la fois très complexe et très complète afin de stopper l'expansion de la pieuvre iranienne. Et c'est là un défi fondamental pour Israël, et pas seulement pour Israël d'ailleurs. D'ailleurs, ça sera ma dernière question, Général Ziv. Le chef d'état-major a déclaré que l'armée israélienne opère dans la région et bien au-delà. C'est où, bien au-delà? Je pense que les choses sont très claires, à la lumière de ce que j'ai expliqué précédemment, ainsi que de tout ce qui s'est produit en Iran ces derniers temps. Il est possible de tirer des conclusions et de comprendre que notre mission ne se limite pas à la défense physique d'une muraille, mais qu'une partie de la guerre se déroule en profondeur et en secret. Et là, je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup, Général Israël Ziv, ancien commandant des opérations spéciales, notamment de l'armée israélienne. Merci à vous. Allez, on change complètement d'univers pour se rendre en France avec vous, Louis Saillant. Merci d'être avec nous. Vous êtes commando marine de l'armée française, chef de groupe. Vous avez servi pendant 10 ans au Sahel et au Moyen-Orient. D'abord, Louis Saillant, c'est quoi un commando marine? Alors, commando marine, être commando marine, c'est faire partie de ces petits groupes d'hommes un peu plus préparés, un peu plus sélectionnés, qui avaient historiquement pour rôle de mener des actions coup de poing ou des actions en profondeur derrière les lignes ennemies. Marius, qu'on a déjà reçu à cette antenne, ancien officier bien évidemment de la marine, des commandos marines, a l'habitude de dire qu'il n'y a pas des surhommes, il y a plutôt des hommes surentraînés. Vous n'étiez pas une machine sur le terrain, bien évidemment. Non, et non. On vit dans un milieu qui nous le rappelle tout le temps. Lorsque vous sortez et qu'il y a mer 5, donc vous pouvez avoir des creux de 3 mètres, et que vous êtes sur vos petites embarcations commando, eh bien, vous avez beau avoir la meilleure volonté du monde, Mère Nature va s'imposer à vous, et donc il faudra avoir l'humilité de dire que là, ça ne passera pas. Et donc ça nous rappelle toujours à notre condition d'homme, et ça nous rappelle toujours à cette forme d'humilité qu'il ne faut jamais qu'on quitte au risque de se perdre. Et pendant la mission, pendant le feu de l'action, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « qu'est-ce que je fais là ?» Pour moi, le combat qu'on mène aujourd'hui contre le djihadisme radical est un combat parfaitement légitime. Et du coup, je n'ai jamais eu ce questionnement-là, puisque c'est un combat qui est juste à mes yeux. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté que je peux dire que j'ai participé à combattre ces gens-là. Vous êtes auteur de Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando de marine. Et vous vous posez une question dure, une question intrinsèque. Pourquoi ne gagne-t-on pas la guerre uniquement grâce aux militaires? Parce que aucune guerre n'a jamais été gagnée avec simplement des militaires. Aucune, jamais. Il y a toujours eu un rapport de force qui était plus ou moins clair. Il y avait peut-être des uniformes d'un côté et de l'autre, ce qui amenait un rapport un peu frontal et un choc, une guerre de choc. Mais vous avez aussi des rapports qui ont été très différents avec des guerres de guérilla. Mais dans les deux cas, il y a toujours eu une idéologie derrière qui motivait le combattant à aller au combat, que ce soit pour sauver son pays ou pour une certaine hégémonie, une grandeur. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui a toujours motivé les hommes et toujours motivé des différents camps. Si un des camps perd cela et que l'autre camp le conserve, alors il se peut que sur le long terme, il y ait une action délétère et qu'on finisse le combat finisse par s'éroder et qu'on, je ne dirais pas qu'on aille jusqu'à perdre, mais qu'on ne gagne pas en tout cas. Pourquoi cette volonté de raconter ce que vous, chez les commandos, vous dites inracontable? Alors moi, c'est un choix personnel, c'est un cheminement personnel que j'ai eu. J'ai essayé
j'ai eu une quête dans ma vie, une quête de savoir d'où je venais et qui étaient mes ancêtres. Et donc, je suis tombé sur l'histoire de mon grand-père qui a servi pendant une petite période de sa vie sous les drapeaux. Et donc, j'ai cherché à savoir ce qu'il avait fait. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver assez de pièces pour reconstituer le puzzle. Et donc, devant cet échec, mon épouse m'a dit, bah, toi, il faut que tu écrives. Quoi que tu aies fait, il faut que tu écrives maintenant pour laisser une trace à nos enfants et qu'on ne se retrouve pas que eux ne se retrouvent pas dans la même situation. Et donc, c'est ce que j'ai fait et ça a abouti à un récit dont nous avons fait un livre. Louis Saillant, c'est ton nom d'emprunt. Qui parle? Qui écrit ce livre? Est-ce que c'est une remise en question du civil que vous êtes aujourd'hui ou de l'ancien militaire que vous étiez? Un peu des deux, parce que je considère que quand on a été amené à faire la guerre dans sa vie, ça ne nous quitte plus, on n'est plus le même. Et du coup, je pense que c'est une question perpétuelle. Donc, ça se confond un peu. Le civil et le militaire se confondent un peu. Maintenant, effectivement, le fait que j'ai pris du recul par rapport au terrain et le fait que je quitte bientôt l'institution m'amène à cette réflexion un peu plus profonde qui est de savoir pourquoi on ne gagne pas cette guerre et pourquoi est-ce que lorsqu'on gagne sur un ennemi, celui-ci n'adhère pas systématiquement à notre système de valeurs. Pourquoi? Pourquoi justement? Vous êtes franco. Écoutez, c'est une excellente question. Moi, je pense que aujourd'hui, en Occident, l'Occident a toujours eu une fascination pour l'Orient, a toujours eu une fascination pour le mysticisme et la transcendance en Orient. Et cette fascination, je pense qu'elle s'est amplifiée lorsque l'Occident lui-même a perdu son mysticisme et sa transcendance. Ce qui fait qu'on a des jeunes qui aujourd'hui se sentent happés par un espèce de vide, ils deviennent nihilistes, ils errent sans but dans leur vie, et lorsqu'ils sont confrontés à ces djihadistes qui viennent leur apporter une vision un peu plus grande sur leur vie, une vision transcendantale, mais en fait, ils retrouvent un petit peu ce que nous, en Occident, nous avons perdu. Et ce qui les amène à adhérer, à mes yeux, et c'est mon analyse, à cette idéologie djihadiste. Si nous n'avons pas un modèle plus grand et plus solide à leur opposer, je pense que nous allons au-devant de graves dangers. Vous évoquez également cette échelle de valeur entre deux hommes en uniforme, un soldat et un terroriste, sauf que la comparaison est forcément tronquée, vous le dites dans votre livre. Disons que lorsque le combat est légitime, sur le terrain, il n'y a pas de question à se poser. La situation que vous évoquez, c'est une situation de vie ou de mort, en fait. C'est soit lui, soit moi. Et donc là, la question, elle ne se pose pas. Enfin, quand on tient à la vie, quand on est là pour la vie, en fait, la question ne se pose pas face à ce genre de situation. On se battra pour la vie, toujours. Et pour sa propre vie, en premier. Là, l'idée, c'est l'instant d'après, en fait. L'instant d'après, lorsqu'on l'a blessé, lorsqu'on a fait prisonnier un adversaire, c'est pourquoi est-ce que quand on le relâche plus tard, lorsqu'il a purgé sa peine, ce gars-là n'adhère pas, en fait, à notre civilisation. Pourquoi est-ce qu'il n'adhère pas à notre système de pensée? Et c'est là où le bas blesse, je pense, puisque l'Occident a évacué toutes les questions transcendantales durant les 2 derniers siècles. Et aujourd'hui, on n'a plus trop d'éléments sur lesquels se rattacher. On n'a plus ce mysticisme, ce sens du sacré que l'on avait avant, de l'héroïsme, de la grandeur, qui faisait qu'on pouvait adhérer et faire qu'on avait toute une communauté qui pouvait se former en Occident. Louis Saillant, les commandos marines en Israël, ce sont les Shayetet 13 qui défendent généralement leurs frontières. Est-ce que vous auriez été peut-être plus à l'aise ou peut-être moins mal à l'aise si vous aviez dû défendre vos frontières et ensuite raconter les faits? Par définition, lutter pour conserver sa frontière, c'est toujours légitime, systématiquement. C'est incontestable. C'est-à-dire que
moi, j'ai une maison dans laquelle j'ai ma famille, j'ai mes biens, j'ai des souvenirs. Si quelqu'un voulait rentrer dans ma maison sans qu'il y soit invité, je lutterais pour qu'il ne rentre pas. Et ce serait parfaitement légitime, puisque je suis chez moi. Et donc, à l'échelle du pays, je pense qu'on peut avoir un raisonnement analogue et qu'effectivement, il y a moins de questions à se poser. Et j'avoue qu'à chaque fois que l'on fait une cérémonie d'hommage à nos poilus, à tous ceux qui se sont battus durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale pour défendre nos frontières, je suis toujours très ému et très honoré d'être les descendants de ces gens-là. Dernière question plus intime, un commando marine à la retraite, ça fait quoi? Écoutez, vous allez le découvrir très bientôt. Parce que, à vrai dire, j'ai plusieurs projets sous le boisseau, donc pour l'instant, ça s'articule doucement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est commando un jour, on l'est pour toujours. Merci Louis Saillant d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes auteur de Chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando de marine et que vous avez donc été chef de groupe pendant 10 ans des commandos au Sahel et au Moyen-Orient. Merci à vous. Merci monsieur. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau. Bonne semaine à tous.